Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis d'être de nouveau en votre compagnie. On va nous appeler les Schtroumpfs aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Est-ce que tu sais pourquoi on va s'appeler les Schtroumpfs? Parce qu'on est en bleu. Ouais, tous les deux. Puis alors on l'a pas fait exprès. Hein. Ouais. Sérieux, on s'est même pas appelé ce matin, on s'est pas vu depuis 3 jours. Rien. Alors on va voir la vie en bleu. Voilà, ça va être comme ça jusqu'à je suis pas sûr. midi. En tout cas, ça sera pas en rose. Hein. Non, ce sera pas en rose. Parce que ça va tacler encore. On va bien parler fort, hein. Évidemment, c'était le gros sujet de la semaine. De Stellantis, des airbags Takata et du fameux moteur PureTech, puisque ça fait 2 jours qu'est en ligne une plateforme d'action collective. Donc on aura l'avocat qui a mis en place cette plateforme. On vous expliquera tout en fin d'émission. C'est un long sujet, donc on évoquera à la fois les airbags Takata et le PureTech. Et puis nous allons aussi nous poser la question sur les fameuses usines de batteries asiatiques en Europe. Est-ce qu'elles respectent les règles? Est-ce qu'on se fait un par... en 3 mots. Bon compte double. Bon compte double, dit Anthony, notre réalisateur. Ouais, quand on regarde dans le détail, ces gigafactories qui ont été installées à la fois par les Chinois et les Sud-Coréens, on se rend compte qu'ils ne respectent rien. Donc, est-ce qu'il faut les laisser faire? En plus, normalement, vous savez, quand une entreprise occidentale s'installe en Chine, normalement, le transfert de technologie doit avoir lieu, et dans l'autre sens, ça marche pas. Et pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vraiment on se moquerait de nous? Non, c'est possible. Voilà. On va parler pneus avec un anniversaire. Yes, on va parler du P0, et vous verrez que au-delà de l'anniversaire, il a 40 ans le P0. Il a 40. Et il sent fort ou pas? Alors non, il sent pas fort. Mais par contre, il y a 2-3 petites histoires assez rigolotes autour de ce pneumatique. Voilà, vous l'avez compris. C'est évidemment un Pirelli qui fête ses 40 ans là en ce moment. On peut attendre de bonne humeur ce matin. L'essai de la semaine, ce sera la Citroën C3 Express hybride 48 volts. Non, c'est pas Express, c'est écrit Aircross hybride. Aircross Express. Ouais. Non, un véhicule très important, puisque Citroën, avec ce véhicule, entend ni plus ni moins que prendre la place du Dacia Duster. Donc Dacia Duster, voiture SUV le plus vendu aux particuliers dans notre pays quand même. Hein. Ouais, alors si moi je lis Aircross et je dis Express, j'ai un problème cognitif. Bref, et puis vous le savez, là par contre vous êtes attendus et vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez nous écrire par mail, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, je vais y arriver. C'est ça. Non mais alors je pense que pour le premier sujet, on va mettre Laurence Perrault en contre-visite. Et puis surtout sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous êtes nombreux à nous y retrouver et à nous y rejoindre. Vous savez qu'à chaque fois, j'essaye d'être votre porte-parole et de lire vos réactions et vos questions. On vous attend. En plus, elle lit bien. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et on va commencer par parler du parc automobile vieillissant. Est-il en bon état? On accueille Laurent Palmier, qui est PDG du réseau Sécuritest, groupe SGS. Bonjour monsieur le leader du contrôle technique en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, je vous avais promis la semaine dernière qu'on ferait un bilan sur le contrôle technique de l'année passée. Ça y est, chose promise, chose due. Moi, je fais des promesses, je suis pas politique, j'essaye de les tenir. Vous voyez, c'est la grosse différence. Alors, Laurent, déjà combien de contrôles techniques l'année dernière? Ça monte, ça descend, c'est stable? C'est quoi la proportion? Sur les véhicules légers, sur l'auto? Oui, sur l'auto. Sur l'auto, ça progresse un tout petit peu. C'est lié au vieillissement du parc qu'on a souvent évoqué ensemble. Voilà. C'est finalement normal. Donc on est un peu plus de 22 millions de contrôles l'an passé. Et la moyenne d'âge des voitures... quand ça s'arrange pas. On est maintenant à 12,9 ans. Donc on va atteindre en fait les 13 ans cette année, parc vieillissant. Et pourquoi parc vieillissant? Parce que les voitures neuves sont de plus en plus chères. Exactement. On a le prix moyen d'un véhicule en 10 ans a augmenté de 10 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Non, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et puis l'électrification du parc fait également que les prix se renchérissent. Donc les gens se tournent vers l'occasion où ils gardent leur véhicule. Plus l'inflation, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter une voiture. Complètement. Tout le temps. Alors ça explique qu'il y a de plus en plus entre guillemets de vieilles bagnoles qui passent au contrôle technique. Et finalement, il est en bon état ce parc automobile ou pas? Finalement, il est assez stable parce que, comme vous venez de le dire, les gens font le choix de conserver leurs véhicules, donc ils sont un petit peu dans l'obligation de les maintenir en état.
et on a un taux de contre-visite qui reste stable. D'accord, c'est quoi le taux de contre-visite pour l'an passé? On est autour de 20% et ça c'est une constante depuis finalement le changement réglementaire depuis 2018. Lié à quoi? Lié à quel vecteur? En 2018, vous vous souvenez, on avait vu arriver la défaillance critique. Donc il y avait un gros changement pour les usagers, il y avait une grosse inquiétude autour de ça. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Défaillance critique, on va rappeler, vous arrivez avec votre véhicule, défaillance critique, vous avez le droit de rentrer chez vous le même jour, mais dès le lendemain, vous n'avez plus le droit de circuler. Et qu'est-ce qu'on appelle... Donnez-nous un exemple de défaillance critique, Laurent. Par exemple, un dysfonctionnement des 3 feux stop. Alors, c'est pas quelque chose qui techniquement peut être coûteux à réparer, c'est peut-être uniquement l'élément qui capte le point de positionnement de la pédale au niveau des freins. Mais vous doutez bien que si vos feux stop ne fonctionnent pas, à savoir les 3, il y a un risque maximal de se faire rentrer dedans, pour parler simplement. Ouais. Alors, quels sont les taux de contre-visite les plus fréquents? Enfin, on va dire les défauts les plus fréquents. On trouve les éléments vous avez parlé du P0 tout à l'heure, on trouve les éléments d'état de pneumatique. Et ça, je pense que ça ira en s'accentuant, puisque on a quand même un parc qui s'électrifie et qui est un petit peu plus consommateur de pneumatiques que la moyenne. Donc les gens n'ont pas la référence kilométrique par rapport à ces véhicules-là. Et puis on a des éléments liés au freinage, aux éléments de suspension, aux éléments de direction, donc les éléments de sécurité majeurs finalement. D'accord. Alors moi, ce que j'ai un petit graphique là qui vient de l'UTAC, où je vois en tout premier réglage des feux de brouillard, 45,71%. C'est le défaut le plus commun. J'ai une vraie question. Moi, je passe avec mes voitures, les réglages de feu de brouillard, il n'y en a pas, quoi. Donc, non, mais oui, mais tes voitures de collection, mais la mienne, non, il n'y a pas de feu de brouillard sur mes voitures de collection, mais sur mes 2 voitures contemporaines, la Lexus et la Toyota, la Toyota, à chaque fois, j'ai droit à défaut de réglage de feu de brouillard. Et donc, on demande chez le concessionnaire, on dit, mais il n'y a pas de réglage. Donc, comment ça peut être maintenu comme défaut, alors que on peut pas le corriger? C'est complètement idiot. Alors ça c'est lié aux fixations d'origine finalement. Donc ça veut dire que vous avez des fixations derrière qui ont bougé, mais vous doutez bien que si les feux de brouillard éclairent comme les feux de route, on a quand même un souci, c'est quand même pas l'objet des feux de brouillard. Oui, donc, bon. Comment on fait alors? Sert des feux de brouillard quand il y a du brouillard, une fois tous les 5 ans, et encore. Ouais. Mais un des défauts les plus notés aussi, c'est l'éclairage, tout simplement. Ouais. Alors ça, je suis d'accord. Il y a des gens qui ont vraiment les phares mal réglés, qui vous éblouissent alors qu'ils sont même pas en phare. Ou qui ont un phare sur 2. Oui, et puis voilà, il y a des voitures, c'est tellement compliqué de les changer sur des modèles justement anciens que les gens le font pas. Alors on n'a pas parlé du pourcentage des défauts critiques. Là, ceux qu'empêchent les voitures de rouler dès le lendemain, ça monte, ça baisse, c'est quoi? C'est pareil, c'est assez stable, on est à 0,9%. Alors ça paraît faible, mais sur un parc, vous l'avez évoqué, de plus de 20 millions de véhicules contrôlés par an, ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de véhicules qui roulent et qui ne devraient pas être en circulation. Qu'est-ce que ça va donner avec les contrôles pollution là? Alors contrôle pollution, ça arrive, c'est plutôt, moi je l'ai en troisième motif de contre-visite, opacité des fumées. Alors ça c'est pour les diesels, donc ça veut dire que en pollution, il y a quand même beaucoup de véhicules recalés. C'est lié au vieillissement du parc, parce qu'en fait le vieillissement du parc entraîne une moyenne kilométrique plus importante des véhicules que l'on contrôle. Et peut-être que les interventions en entretien sur le champ de la pollution sont un peu les parents pauvres. C'est pour ça que vous retrouvez des taux de contre-visite qui augmentent un peu sur ce point-là. Bon, alors après il y a les bons, il y a les mauvais élèves. Alors les bons élèves, c'est moi. Mais non, les bons élèves, c'est moi. Regardez, c'est le Val d'Oise où on réussit le plus l'examen du contrôle technique. Donc moi je suis dans le Val d'Oise, mais c'est parce que je suis dans le Val d'Oise que le Val d'Oise est bien placé. Non mais c'est parce que vous tout seul, vous avez la moitié du parc auto aussi. C'est un peu ça. Mais regardez, 9
9,83 le taux de contre-visite dans le Val d'Oise, et quand vous regardez en Guyane, on est à 27,79%. Non, mais vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable, ami Jean-Luc. Bah si, moi j'aime bien. Non, ça c'était accessoire. Bon, alors j'ai une vraie question maintenant. Non, moi je voudrais avoir le département sur la métropole, le plus mauvais élève. Ah, le plus mauvais élève, est-ce que j'ai le plus mauvais élève sur la... On sait ça, Laurent Palmier? Enfin, le plus mauvais élève. J'aime pas ce genre de critique et de jugement basique. Ah, c'est dans le département du Nord. Ah, c'est le Nord. Ouais, bah voilà. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est difficile de stigmatiser des départements par rapport à certains autres, hein, parce que j'ai souvent évoqué avec vous le fait que les gens avaient tendance à décaler les dates, ils avaient tendance même quelque part pour certains d'entre eux à oublier de faire leur contrôle tout simplement, avec les risques qu'on imagine, et ça a un impact naturel sur les départements que vous venez d'évoquer. Oui, on va rappeler, pas de contrôle technique, donc en cas d'accident, votre assureur peut éventuellement vous embêter. Surtout si vous faites arrêter par la police, on peut décider d'immobiliser votre véhicule. Donc ça, c'est le plus embêtant quand même. Et on prend un PV au passage d'ailleurs. Mais moi, ce que je retiens, Laurent Palmier, vous qui êtes PDG du réseau Sécuritest du groupe SGS, c'est quand même qu'en majorité, le parc, même s'il est vieillissant, est plutôt bien entretenu. Enfin, les gens en majorité sont quand même plutôt sérieux. Les gens sont un petit peu coincés par des politiques à géométrie variable depuis 4 ou 5 ans. Et finalement, la question qui nous est posée régulièrement dans les centres, c'est quel véhicule je dois acheter ? Ce à quoi, évidemment, on ne peut pas répondre, puisqu'on ne connaît pas la vie des gens, mais vous savez encore quoi moins leur usage. Eh ben oui, mais ils appellent Sud Radio, et il y a Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau qui font une excellente émission, et là, on leur expliquera ce qu'il faut qu'ils achètent comme véhicule. Alors, Laurent... Ils sont très sympas, je ne sais pas si tu les as rencontrés. Oui, ils sont super sympas. Et Laurent, bon, alors, je voudrais qu'on torde le cou à une idée qui est passée un peu sur TikTok ces derniers temps, là, sur les réseaux sociaux. Les véhicules de plus de 15 ans, ils passeront pas tous les ans, on est d'accord ? Oui, on a été les premiers surpris de cette information. C'est une information qui provenait d'Allemagne apparemment. Et moi je pense à titre personnel que c'est un amalgame qui a été fait entre quelque chose qui se passe dans bon nombre de pays européens. C'est pas forcément d'ailleurs au-delà des 15 ans, c'est quelquefois un contrôle annuel au-delà des 10 ans. Ça rejoint le fait que les véhicules aient plus de kilomètres tout simplement. D'accord. Et c'est peut-être aussi un amalgame fait avec une demande que l'on formule, nous, en France, depuis des années, à savoir un contrôle annuel pour les véhicules de type CTTE, donc les véhicules de société. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on les contrôle une année pour la pollution et une année en contrôle complet. Ce qui fait que quand ils viennent nous voir pour que l'on contrôle la pollution, si on identifie même visuellement des défauts importants, on ne veut pas les signaler sur les procès-verbaux. Et ça n'a pas de sens pour des véhicules qui roulent beaucoup, qui sont multi-utilisateurs, qui font plus de kilomètres que la moyenne. Donc il y aura sûrement... Et puis qui peuvent transporter des passagers aussi. Il y a ça. Puis des charges un peu plus lourdes que la moyenne. Alors on tord le cou à cette idée qui est passée là. C'est pas prévu pour le moment en France. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais pour le moment, pas de contrôle annuel pour les véhicules de plus de 15 ans. Alors deuxième chose, on avait parlé. Alors là, on va revenir au contrôle technique moto. On avait parlé des sonomètres qui arrivaient en mars. On est quand même en février. Ça va arriver ou pas alors ? Oui, mais au 1er juillet. Voilà. Donc on a reculé encore une fois l'échéance. Le temps que les centres s'équipent avec des sonomètres, j'imagine. Eh oui, c'était quelque chose qu'on avait imaginé aussi à l'automne. Il y a près de la moitié, un centre sur deux qui fait du contrôle des catégories L. Alors, je parle du contrôle des catégories L parce qu'on évoque tous, moi y compris quelquefois à tort, le contrôle des motos. Ce qui fait que les motos sont venus nous voir, mais les cyclos, les L1, les L2 ne sont pas trop venus nous voir. Ça se voit. Quand on est en région parisienne et qu'on voit les livreurs en cyclo rouler, on se dit qu'ils n'ont pas été au contrôle technique, c'est pas possible. J'ai une question après. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Laurent, j'ai une question pour vous de Norbert qui réagit sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà très nombreux à nous dire bonjour, on vous embrasse tous. J'ai une contre-visite, nous dit Norbert, pour disque arrière usé. Ma voiture sort de révision, vidange, filtre, pneus. Mon garagiste doit-il tout vérifier avant de me rendre le véhicule ? Alors ça, c'est grave. Bah oui. Le garagiste, il a une obligation de conseil. Et une obligation de sécurité, surtout là en concernant le freinage. Il aurait dû se rendre compte que les disques arrière étaient usés. Il aurait dû le dire. Moi, il me le dit. Il fait pas son boulot. Non. Voilà, ça c'est fait. Surtout sur un élément aussi important que ça. Oui.
Donc oui, les garagistes doivent vérifier, en tout cas vous prévenir. Oui. Ça c'est un truc de fou. Il quoi. peut retourner voir son garagiste en lui disant j'ai été recalé au contrôle technique, vous me changez les disques et vous me comptez pas la main d'œuvre ou un truc comme ça, voilà. Il y a aussi Aouche qui nous dit j'ai passé hier le contrôle sur mon Audi A4 TDI 1,9 litre diesel de 2001, 275 330 000 km. Je vais pas y arriver. 275 330 000 km. Je vais pas y arriver, c'est pas grave. Vous avez compris. Elle est passée sans contre-visite, opacité des fumées. Ouais. C3 013 C4 012. Oui, alors l'opacité des fumées aujourd'hui, elle est mesurée un peu plus finement qu'il y a quelques années, mais c'est encore pas le top. C'est pas un vrai contrôle pollution comme il faudrait qu'il y ait sur les diesels. D'accord. Ceci étant dit, on sait très bien qu'une voiture bien entretenue, l'éco-entretien joue également. C'est beaucoup mieux, c'est clair. Merci beaucoup, Laurent. Oui, et l'usage. Ouais, si vous faites de la route et des kilomètres et de l'autoroute, en particulier avec des diesels, en général, ils peuvent avoir beaucoup de kilomètres comme ça sans avoir de problème. Alors que si vous faites que de la ville, merci beaucoup Laurent Palmier. Merci Laurent. Un petit point rapide, nous serons acteurs aussi du sujet suivant, à savoir Takata, puisqu'à partir de la semaine qui vient, apparaîtra sur les procès-verbaux de contrôle technique une information invitant au rappel des véhicules concernés. D'accord, super. Donc si je vais dans un centre de contrôle technique et que mon numéro de châssis correspond à un véhicule qui doit être rappelé, vous me le mentionnerez sur mon informatif, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est important parce que tout le monde ne va pas forcément aller vérifier. Anthony dit vous êtes parfait. Vous êtes le PDG du réseau Sécuritest groupe SGS. Et puis, on en profite pour embrasser et saluer tous vos collaborateurs absolument partout. Parce que quand on bosse tous les jours à faire des contrôles techniques, c'est pas si simple que ça. Non. On vous embrasse. Allez, merci à suivre. Beaucoup. Merci Laurent. Nous allons vous accueillir. C'est Philippe qui arrive au 0826 300 300 et qui a une question à nous poser. À tout de suite. Sud Radio Onton. Et dans quelques minutes, l'essai de la semaine, ce sera une Citroën C3 Aircross hybride. Évidemment, le volant sera pris par l'ami Jean-Luc. Mais tout de suite, on accueille, et vous l'avez un peu entendu, je ne sais pas ce qu'il fait chez lui, mais on entend tous les bruits dans le téléphone. Salut Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. On entend des bruits. Vous êtes à l'antenne. Une feuille, désolé. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on vous taquine. Alors, on vous écoute. Comme je disais dans le mail que j'ai envoyé à Jean-Luc, j'ai un P400E Defender hybride rechargeable. Alors Land Rover, pour tous ceux qui ne sont pas des aficionados de la marque, c'est bien dommage d'ailleurs. Il est assez récent, il a 1 an et demi. Et à force de vous écouter, et comme je fais quand même de longs trajets pour le boulot régulièrement, je voulais savoir si soit je posais un boîtier biomoteur, soit je fais une reprogrammation, comme c'est de plus en plus pratiqué et c'est quand même très fiable, ou si Jean-Luc peut m'informer et me dire si je peux faire du 50-50 avec ce moteur-là. Alors, on va reprendre déjà depuis le début. Alors ce moteur, pour ceux qui ne savent pas, hybride rechargeable, l'origine du Land Rover, vous connaissez, 1948, tout le monde connaît le Land Rover. Ça, c'est le Defender, c'est le gardien du temple. C'est le Land Rover d'origine, c'est le Land Rover d'origine, remis évidemment dans un style moderne. Et là, quand on regarde l'engin, on se dit... oui, effectivement, il est moderne, hybride rechargeable, ça fait 404 chevaux quand même. Voilà, moteur électrique, moteur thermique. Moteur thermique 2 litres Ingenium. Et pourquoi je vous précise ça ? Parce que c'est un moteur qui a été adapté flex fuel sur l'Evoque et sur le Discovery. Donc il y a déjà des précédents d'adaptation éthanol sur ce moteur-là. Donc il a été conçu dès le départ pour fonctionner à l'éthanol. Alors évidemment, votre voiture, elle doit être sous garantie s'il y a 1 an et demi que vous l'avez. Oui, c'est ça. Alors bon, vous touchez pas tant que c'est sous garantie. Premier truc, alors on va prendre dans l'ordre. Reprogrammation. Reprogrammation, c'est illégal. Voilà, ça c'est le premier truc. Donc vous pouvez prendre le risque, mais alors c'est vrai qu'il y a peu de chances de détecter une reprogrammation. Mais par contre, comme votre voiture, elle est encore sous garantie, elle va repasser chez le concessionnaire. Si vous faites une reprogrammation, il va vous l'écrabouiller quand vous allez retourner là-bas, parce que lui, il va voir qu'il y a une reprogrammation. Et s'il y a des mises à jour, les mises à jour, elles... Il y en a régulièrement. Et voilà. Et donc les mises à jour, elles vont écrabouiller la reprogrammation. C'est ce qu'oublie un peu de vous dire ceux qui font de la reprogrammation. Ils vous vendent le truc 200 balles, ils oublient de vous dire que tous les 2 ans, il faudra la refaire. Ça c'est voilà. Première chose c'est ça. Ensuite alors boîtier, oui non. Alors de toute façon pas tant que la voiture est sous garantie. Et puis comme je vous l'ai dit, ce moteur il a été adapté
à l'éthanol. Donc, pour moi, si vous faites du 50-50, ça roulera parfaitement. Alors, un détail près. C'est que vous m'avez dit dans votre mail, voilà, il y a un gros réservoir de 90 litres et je fais finalement, comme c'est un hybride rechargeable, vous roulez beaucoup en électrique. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites le plein du réservoir que de temps en temps. Et ça, avec de l'éthanol, c'est à proscrire impérativement. Pourquoi ? Parce que l'éthanol, alors tous ceux qui nous écoutent commencent à être habitués à ce mot-là, il est hydrophile. Ce qui pose problème, je crois que la semaine dernière j'ai même été un peu virulent sur ça, ce qui pose problème avec l'éthanol, c'est pas qu'il est corrosif, c'est qu'il absorbe l'humidité, et l'humidité, elle, évidemment, c'est corrosif d'avoir de l'eau dans le circuit d'alimentation. Donc si vous avez un énorme réservoir qui n'est pas toujours plein, et avec lequel que vous consommez assez peu, genre une fois par mois, je vous déconseille totalement de mettre de l'éthanol dedans. Vraiment. D'accord. Ça, c'est lors de longs trajets, voilà. Faire 2000 km. Exactement. Voilà. Exactement. Vous faites 2000 km, là vous faites 50-50, même quand votre voiture est sous garantie. Et on peut appeler un ami ? Et vous pouvez appeler un ami, 50-50, il n'y a pas de problème. Non, mais là, ça fonctionnera très bien, il n'y a pas de souci. Ça vous permettra de diminuer de 30% votre prix au kilomètre parcouru. C'est ce que je fais, moi, depuis... ça fait 10 ans. Sur lequel ? Sur le Lexus, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais les vieux Lexus, il est plus sous garantie. Non, mais on est d'accord. Enfin, non, mais je veux dire, voilà, on est en sécurité. Il est plus sous garantie, mais j'ai jamais eu un problème. Et c'est quand vous faites de la longue route que vous faites du 50-50 ? Non, moi je fais tout le temps parce que en fait, je m'arrange pour que le réservoir soit jamais complètement vide. Ok. Ce qui est le cas, normalement. Une dernière petite question. Avec plaisir. Est-ce que vous connaissez la fiabilité de ce moteur ? Alors, vous avez eu des retours ? Ouais, il y a eu quelques retours au début où il y a eu quelques soucis de fiabilité sur ce moteur développé par, alors c'est Jaguar Land Rover. Hein. Il y a eu quelques soucis qui a priori ont été réglés. Il me semble qu'il y a eu des soucis de distribution. Et si le vôtre a 1 an et demi, l'Ingenium. Ça doit bien faire 6 ans qu'il est sorti, 6 ou 7 ans. Donc, l'hybridation, vous savez, c'est un peu particulier. Moi, j'avais une Toyota avant et ça n'a rien à voir. Là, ça passe des vraies vitesses, si vous voulez. Oui. L'électrification, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'en ai jamais eu, mais sur le long terme... Alors, on sait que les batteries, parce que vous avez quand même une grosse batterie, 19,2 kWh, c'était pratiquement ce qu'il y avait sur la Zoé quand elle est sortie au départ. Donc, c'est vraiment une grosse batterie. Vous faites combien de kilomètres, tiens, d'ailleurs, avec cette énergie-là ? Suivant comment on appuie, enfin, et surtout le type de terrain, si on fait du centre-ville et qu'on pousse les 2,6 tonnes au stop ou au feu rouge, on va faire 30-40. Et si on fait de la départementale nationale, on peut aller jusqu'à 60. Ah oui. 50. Ça va, vous êtes dans les clous. Hein, c'était donné pour 43 en homologation. Donc, ça dépend vraiment du type de terrain et de comment on s'en sert. Hein, on parle de kilomètres d'autonomie là. Donc les batteries, par rapport à ce qu'on estimait il y a 15 ans, les batteries elles durent plus longtemps que prévu. Hein, c'est au minimum 15 ans, donc vous êtes tranquille. Non mais ça change bien. Pour un petit moment. Et les moteurs électriques, un moteur électrique c'est fiable. Voilà. Bon voilà Philippe. En tout cas, profitez bien de votre belle région parce que vous êtes du côté entre Pau et Tarbes, hein, c'est ça ? C'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau là-bas. C'est vrai que c'est chouette. Ouais, c'est très très beau. C'est beau. Eh ben profitez-en, on vous embrasse. Merci d'avoir fait un mail. Hein, vous l'avez vu, Philippe a commencé son intervention sur l'antenne de Sud Radio en disant je vous ai écrit un mail. Vous faites comme Philippe quand vous avez une question à poser ou un avis à donner ou simplement envie d'échanger. Pensez à mettre votre téléphone. Oui, parce que sinon je reçois plein de mails où il n'y a pas de téléphone. Voilà. Donc vous écrivez un mail à On Parle Auto. Je participe @Sud Radio et vous mettez bien On Parle Auto et toutes vos coordonnées s'il vous plaît. Et on vous contactera pour un prochain rendez-vous. Allez, à suivre, ce sera l'essai de la semaine que vous pouvez retrouver en direct et en intégralité sur la page YouTube et en petit extrait pendant l'émission sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio. Et surtout, si vous n'avez plus envie d'être seul, allez voir la vidéo complète sur YouTube, car vous êtes 1 million avec nous d'abonnés sur YouTube. Là, pour le coup, c'est une grande famille. Hein. L'essai de la semaine qu'on va retrouver en extrait également sur la page Facebook de Sud Radio. C'est beaucoup de monde. Hein. C'est la Citroën C3 Aircross, nouvelle génération en hybride 48 volts. Une voiture qui a de grandes ambitions. Il entend tout simplement concurrencer le Dacia Duster, qui est le SUV le plus vendu aux particuliers en France.
l'an dernier. Et celui que vous avez essayé, il a un côté baroudeur. Ouais, hein, pour y parvenir, Citroën est parti, alors pas vraiment d'une feuille blanche parce que la plateforme est celle de la récente C3 qui est elle-même l'adaptation d'une base qui était destinée au marché d'Inde et d'Amérique latine. Il a fallu faire des économies, que voulez-vous? Bon, rassurez-vous, ça se voit pas, l'allure de ce C3 Aircross de deuxième génération fait même plus robuste que l'ancien modèle. Ici, la calandre est très verticale, le capot est horizontal, et puis les barres de toit, les passages de roues proéminents parachèvent, Laurence, cet aspect baroudeur. Le nouveau venu est aussi un grand gaillard, 4,39 m de long, c'est 23 cm de plus que l'ancien. L'explication, c'est qu'il est disponible en version 7 places et offre une offre rare dans le segment. Sur la finition haute de notre modèle qui s'appelle Max, le toit est d'une couleur différente. On a des jantes de 17 pouces, c'est une version 5 places, donc on a une capacité de coffre qui est assez généreuse, 460 litres et jusqu'à 1600 litres, sièges rabattus. Les sièges arrière, justement, sont particulièrement accueillants. Non seulement l'espace est important, mais la sellerie offre un confort douillet avec les fameux sièges Advance Comfort à double densité de mousse. C'est le même moelleux. Ouais, non, c'est hyper confort, c'est vrai. Ah, c'est Citroën. C'est le même moelleux à l'avant, du moins en ce qui concerne les assises, car c'est plutôt le mot rigide qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de la finition. Les plastiques sont durs, mais l'assemblage est correct et la présentation pas trop austère. Surtout en partie grâce au bandeau en tissu qui habille la planche de bord. Et cette dernière, évidemment, est reprise de la récente C3. On retrouve les mêmes compteurs numériques à la base du pare-brise. Une position qu'il faut le reconnaître est assez pratique, plus en tout cas que le volant, que je juge trop petit dans certaines manœuvres. Il est tout petit, le volant. Bon, le message semble passer chez tous les constructeurs. On assiste à un retour massif des touches physiques pour les diverses commandes, comme on assiste aussi à la généralisation des touches de raccourci pour désactiver plus vite certaines aides à la conduite. En plus, là, vous avez le truc dans une langue étrangère, puisque la vidéo, en tout cas sur Facebook, passe à l'envers. La finition Max... Je comprends mieux parce que j'étais en train de dire... Attendez, on va faire une parenthèse à Anthony. Mais il est allé en Angleterre, là. Il a le volant. Non, on voit c'est écrit à l'envers. La vidéo, elle est flippée, ça s'appelle comme ça. La finition Max a un écran tactile de 10,25 pouces pour l'infodivertissement. Il est assez réactif et surtout, il n'est pas tombé en panne lors de notre essai, ce qui est rare. Il y a 3 motorisations disponibles sur le C3 Aircross. Essence, 100% électrique et hybride 48 volts, c'est ça qu'on essaye. Un moteur 3 cylindres, 1,2 litre. C'est pas un PureTech, je vous rassure. Une boîte de vitesse robotisée à 6 rapports qui intègre un petit moteur électrique qui fait 28 chevaux et 55 Nm de couple. Au total, 136 chevaux qu'on réveille avec une banale clé de contact. Et moi, je trouve ça bien. Voilà. Bon, dès les premiers tours de roue, la principale qualité de ce SUV, elle est flagrante. D'ailleurs, j'ai le sourire sur la vidéo. Il offre un confort remarquable. C'est dû aux assises des sièges, comme je vous l'ai déjà dit, et surtout aux fameuses suspensions à double butée hydraulique progressive, qui procure un moelleux pas... je suis déstabilisé moi avec votre vidéo à l'envers là. C'est quoi ce délire? Un moelleux pas si éloigné du système hydropneumatique d'antan de Citroën. La direction, elle est hyper assistée. Ajouté au petit volant, ça fait qu'on ressent absolument pas l'adhérence du train avant. Ça peut être déstabilisant pour certains qui se prennent pour des pilotes, mais ça contribue à la douceur générale. La mécanique serait du même tonneau s'il n'y avait pas encore quelques à-coups à basse vitesse et puis un moteur électrique dont le bruit est trop présent dans l'habitacle. Quand on roule doucement, évidemment, parce que avec une petite batterie de 0,4 kWh, les phases de roulage en 100% électrique sont très courtes. C'est quelques centaines de mètres au mieux. Si on écrase le champignon, le 3 cylindres se manifeste bruyamment après un petit trou à l'accélération dû au manque de réactivité de la boîte. Rien de grave cependant, car le comportement avec des mouvements de caisse assez marqués n'incite de toute façon pas une conduite dynamique. Plus gênant, les économies sur l'insonorisation se retrouvent sur autoroute avec un niveau de bruit qui est assez élevé. Et puis je suis aussi un peu déçu par la consommation. J'ai relevé 6,6 litres, ce qui est presque 1 litre de plus qu'un Dacia Duster hybride. Le C3 Aircross se rattrape heureusement au chapitre budget puisqu'il démarre en 3 cylindres essence à 17 900 €. Il culmine dans notre version haut de gamme 48 volts à finition haute à 27 900 €. Moi je dis c'est un bon signe pour l'avenir de Citroën parce que c'est un véhicule vraiment réussi. Il offre de la place dedans, il est confortable et puis avec cette motorisation qui est assez agréable, c'est une voiture typiquement la voiture familiale idéale, je dirais presque. Bon, il y a plein de réactions sur la page Facebook. Vous nous expliquez pourquoi la vidéo était à l'envers? C'est pas moi en fait.
Moi, la vidéo était à l'endroit. Donc, c'est la façon dont c'est un problème Facebook, ici. Ouais. Okay. Non, c'est un problème interne ici, je pense. Ah, va falloir qu'on règle ça parce qu'on a une réaction de Stéphane qui fait waouh, il va à 310 km. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc pour tous ceux qui ont la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio, il y a effectivement, a priori, c'est souvent. Facebook, on peut avoir de très mauvaises surprises régulièrement. Sinon, vous retrouvez toute la vidéo à l'endroit avec le volant normalement à gauche sur la chaîne YouTube. Et la vidéo complète, puisque la vidéo, elle fait 15 minutes au lieu de faire 7 là. Il est quand même pas si mal que ça. Ah non, mais il est très bien, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Même s'il est un peu dur. Mais il n'est pas dur, c'est exactement le contraire. Non, vous avez dit le devant était un peu dur sur les plastiques. Vous avez parlé des plastiques un peu durs. Je vous écoute. Non, il faut faire des économies quelque part pour proposer un véhicule en base à 17 900. Non, ça va, franchement. Franchement. Une belle bagnole. Puis je trouve le petit côté baroudeur un peu viril. Là, perso, je trouve que ça lui va bien maintenant. Vous n'êtes absolument pas obligé de partager mon avis. Allez, dans quelques instants, on va parler des usines de batteries asiatiques en Europe. Est-ce qu'elles respectent toutes les règles? On en parlera avec Nicolas Raffin de Transport et Environnement. J'ai quelques questions quand on va évoquer le sujet des airbags qui arrivent sur la page Facebook de Sud Radio. Donc vous n'hésitez pas à nous écrire à ce sujet-là. On parlera de tout cela évidemment avant midi. Et on va parler des usines de batteries asiatiques qui sont situées en Europe avec Nicolas Raffin, Transport et Environnement. Bonjour Monsieur Raffin. Bonjour Monsieur Raffin. Bonjour à vous. Alors, Transport Environnement, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, une ONG. Rapidement, oui, une ONG européenne qui est spécialisée sur tout ce qui est décarbonation des transports et donc notamment transport routier avec les voitures électriques et donc les batteries. Et là, vous avez demandé à ce qu'une étude soit faite sur les gigafactories qui ont été installées en Europe. Alors, cette étude, elle porte sur 4 gigafactories, une en Hongrie, une en Pologne, une en Allemagne, une en Espagne. On va commencer par la Hongrie et la Pologne. Pour bien que tout le monde comprenne, c'est des usines de fabrication de batteries qui sont montées en partenariat avec des Asiatiques. Il y a des Chinois principalement et il y a aussi des Sud-Coréens. Oui, alors pour le coup, il y a effectivement 2 usines. Donc il y a une usine de CATL, donc qui est un acteur chinois qui est situé en Hongrie, et une autre usine sud-coréenne de LG qui est en Pologne. Et c'est des usines qui sont possédées du coup directement par ces compagnies-là. En fait, pour le coup là, il n'y a pas de partenariat. Les partenariats, on pourra en parler après, mais là les 2 usines qui opèrent aujourd'hui ou qui vont démarrer pour l'usine de CATL, ce sont des usines qui sont possédées par des investisseurs étrangers. D'accord. Et pourtant, il y a des fonds européens qui ont aidé à monter ces usines. Oui, effectivement. Pour l'usine de CATL, donc en Hongrie, vous avez 800 millions d'euros d'aide qui ont été investis, qui ont été donnés à la fois par le gouvernement hongrois, mais aussi indirectement par l'Europe. Donc vous avez quand même eu pas mal, effectivement, d'argent public qui a été investi pour ces usines. Alors, on pourrait dire finalement c'est bien parce que ça permettra de produire des véhicules électriques en Europe, puisqu'on sait que les usines de constructeurs européens de batteries avaient pris pas mal de retard, donc ça permet entre-temps de compenser. Tout irait bien s'il n'y avait pas 2 détails qui sont problématiques. Le premier, c'est en matière d'environnement. Ces usines, d'après les enquêtes qui ont été faites, ne respectent pas les normes de pollution qui sont imposées aux autres en Europe. Oui. En fait, nous on s'est intéressé, effectivement, on s'est intéressé à se dire, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, pour l'avenir des batteries. Encore faut-il que ça respecte les normes de l'Europe. Et en fait, donc ce qu'on a constaté, c'est que pour les 2 usines, donc à la fois l'usine hongroise et l'usine située en Pologne, en fait, il y a un problème sur le non-respect de la directive sur les émissions industrielles de l'Europe. Pour faire court, le seuil minimal, maximal plutôt de rejet de certains composés dans l'air est fixé à 2 mg par mètre cube et les limites qui ont été précisées pour ces 2 usines sont 5 à 10 fois plus élevées que ce seuil européen. Ah oui, 5 à 10, effectivement, c'est pas l'épaisseur du trait, quoi. Non,
Alors, il faut quand même préciser que des dérogations sont toujours possibles, mais il faut qu'elles soient accordées par les États. Nous, on n'a pas trouvé trace de ces dérogations. Donc, en l'état, on est clairement sur un non-respect du seuil européen pour ce qui concerne les émissions dans l'air. Et je voulais aussi, je voulais aussi préciser concernant les rejets dans l'eau. Alors, pour les rejets dans l'eau, en fait, il n'y a pas forcément de normes ou de limites de rejet pour tous les composants. Néanmoins, on a trouvé, en comparant les différents projets environnementaux, que les usines situées en France, comme ACC et Vercors, avaient des processus de traitement de l'eau qui étaient plus poussés que les usines hongroises, et polonaises, en ce qui concernait le rejet de NMP, qui est en gros un produit toxique qui est utilisé comme solvant pour fabriquer les cathodes. Donc, alors il n'y a pas de non-respect de la législation puisque la législation n'est pas existante, mais en tout cas il y a des bonnes pratiques qui sont faites dans d'autres usines qui ne sont pas faites dans ces usines-là. Oui, mais alors ça, excusez-moi, mais ça ramène à tous les autres sujets entre la France où on fait hyper attention à tout niveau, où on a des règles qui sont drastiques. Oui, mais en Europe, c'est pas le cas. Et alors moi, la question que je pose, même si l'étude ne le montre pas, mais quid de leurs usines en Chine? Si elles ne respectent pas en Europe, comment voulez-vous qu'elles respectent en Chine? Non, mais on sait très bien qu'elles respectent pas en Chine. Bah oui. Donc, mais on peut pas leur imposer qu'ils respectent des normes en Chine, alors que on devrait leur imposer quand ils font des usines en Europe de respecter les normes européennes. Oui, mais on parle de voitures électriques non polluantes qu'on nous oblige à acheter, alors que sur les territoires où il y a les gigafactories, c'est dramatique. Moi, j'ai même une autre question qui est un petit peu extérieure à ça, Nicolas Raffin, c'est que l'usine en Pologne, on sait que la Pologne, en termes d'émissions de CO2 pour l'électricité, c'est le pire pays d'Europe. Installer une gigafactory en Pologne, pour moi, c'est un non-sens. C'est effectivement le pays où le mix électrique est forcément le plus fort en charbon, en France, etc. Ça reste quand même moins qu'en Chine. Et puis, évidemment, vous avez tout ce qui est en termes de transport, etc., où vous gagnez quand même de la distance. Et après, vous avez aussi des considérations économiques, puisque le coût de travail en Pologne ou dans les pays de l'Est n'est pas forcément le même que dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. D'accord. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que la Pologne a aussi un plan de décarbonation. Évidemment, ça va prendre plus de temps qu'en France, de son énergie. Donc, le fait que des usines soient implantées en Pologne, elles vont être de moins en moins carbonées, intensives en carbone. Ouais. Alors, vous pointez aussi du doigt les mauvaises conditions de travail dans ces usines qui sont en Hongrie et en Pologne. Mais alors, ce qui me dérange le plus dans votre enquête, c'est pas le cas de ces deux usines-là, on va se pencher sur les deux autres. Il y en a une en Allemagne, donc c'est un partenariat de Volkswagen avec une société qui est d'ailleurs, Gotion, c'est quoi? C'est chinois? Gotion ou Gotion, comme vous voulez. Nous on dit Gotion, mais il n'y a pas de prononciation officielle. Et puis l'autre, c'est Stellantis avec CATL en Espagne. Alors, il y a une règle qui s'applique systématiquement en Chine. Les entreprises occidentales, quand elles s'implantent, doivent partager le savoir-faire, c'est-à-dire que en gros, c'est des joint ventures là-bas. Bon, maintenant, c'est plus des joint ventures, mais en gros, quand vous voulez vous implanter en Chine, il faut fournir l'explication du pourquoi, du comment. Vous devez leur fournir les clés du truc. Là, il n'y a pas eu de transfert de technologie. Ils sont venus installer leurs usines. On n'en tirera aucun bénéfice. Alors, aucun bénéfice, ce ne serait pas aussi, j'allais dire, direct que ça, puisqu'il y a quand même des bénéfices en termes d'emploi, en termes de production locale de batteries. Néanmoins, effectivement, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les aides au développement et l'installation d'acteurs étrangers ne sont pas forcément, et même ne sont assorties d'aucune condition d'échange de technologie, de formation locale, d'échange de propriété intellectuelle. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que l'Europe, en tant que marché économique énorme, a le pouvoir en fait d'imposer ça. Et c'est ce qu'on souligne en fait dans le... Oui, on se laisse faire, on les laisse polluer, ils viennent s'implanter, il n'y a pas de transfert de techno, Alors on les laisse polluer, il y a quand même des normes en Europe qui sont heureusement plus strictes qu'ailleurs et qui sont globalement respectées, même si on a trouvé ce problème sur les émissions industrielles. Après, effectivement, la question c'est, il faut qu'on soit plus ferme sur les règles pour les investissements étrangers, parce qu'on est un acteur
important en tant que, l'UE est un acteur important et peut imposer des règles en fait. Il ne faut pas croire qu'on n'a aucun pouvoir. Alors il y a autre chose dans les chiffres que vous donnez. Vous dites que aujourd'hui, aujourd'hui 90% de toutes les batteries de voitures électriques produites en Europe utilisent en fait des cellules asiatiques ou chinoises ou sud-coréennes. Ça veut dire que quelle que soit la marque du véhicule, vous allez acheter une Renault. Alors il y a des gigafactories de constructeurs européens qui sont en train de monter en cadence parce qu'elles sont construites, ces gigafactories. Mais aujourd'hui, quand vous achetez une voiture électrique, à 90%, vous avez des technologies chinoises pour les batteries. Enfin, chinoises et sud-coréennes. Oui, en fait, disons que il faut, si on veut justement plus de souveraineté aujourd'hui, développer toute la chaîne de production amont qui va de l'extraction des métaux, lithium, etc. Le raffinage aujourd'hui, c'est globalement la Chine qui domine le raffinage. Pareil pour la production de ce qu'on appelle les matériaux actifs pour les cathodes, qui sont une étape cruciale pour fabriquer les batteries. Là encore, la Chine s'est positionnée très tôt et écrase le marché très clairement. Donc oui, en fait, aujourd'hui, là, on est plutôt en aval. On a commencé en aval avec les usines de batteries, mais il faut petit à petit européaniser l'amont en créant justement des acteurs européens de l'extraction, du raffinage, etc. Mais ça, évidemment, ça prend des années. Oui. Et en attendant, les Chinois viennent fabriquer les batteries en Europe. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir fabriquer les voitures en Europe également. Et puis, c'est là, ça sera la fin de l'industrie automobile européenne. Très bonne réaction de Stéphane suite à la mienne à l'antenne qui disait « Mais n'oubliez pas que les Chinois peuvent réagir très très vite et s'améliorer très très vite. » Est-ce que, Nicolas Raffin, suite à cette étude que vous avez menée, ils peuvent effectivement réagir vite et améliorer tous les résultats très rapidement? Parce qu'ils ont cette puissance-là, en fait. Est-ce qu'ils peuvent devenir plus propres? Disons que de toute façon, ils vont être obligés, dans un certain sens, de devenir plus propres, puisque, par exemple, à partir de 2027, vous allez avoir ce qui s'appelle le passeport batterie qui va être mis en place, où toutes les batteries en fait importées en Europe devront être munies d'un QR code, où il y aura en gros qui donnera un peu toutes les informations sur l'extraction, l'énergie qui a été utilisée pour raffiner la batterie, etc., etc. Et ça donnera un cadre aussi pour ce qu'on demande, c'est-à-dire mettre des règles, mettre une limite d'empreinte carbone de la batterie, c'est-à-dire que les batteries qui auront une empreinte carbone trop élevée, donc qui seront fabriquées avec un mix électrique utilisant trop de charbon, ne pourront pas être exportées en Europe ou alors seront soumises à des droits de douane très élevés pour compenser justement ce mix électrique très carboné. Donc oui, ça peut pousser la Chine parce que la Chine a besoin de l'Europe pour écouler ses batteries. Ça peut pousser la Chine justement à décarboner son mix et à produire des batteries dans des conditions qui soient beaucoup mieux que celles d'aujourd'hui. Bon, une question qui n'a plus rien à voir avec ce sujet-là, mais j'avais vraiment envie d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la tendance actuelle de, on va dire, retour en arrière par rapport aux objectifs, au Green Deal européen qui avait été fixé, la fin des moteurs thermiques en 2035, qui n'a pas été transcrite dans le droit français puisque l'Assemblée nationale a voté contre, et puis la levée de boucliers un peu partout en Europe des constructeurs et surtout la défiance des acheteurs parce qu'on se rend compte que le marché des véhicules 100% électriques aujourd'hui il plafonne. Je parle de 100% électriques, je parle pas des hybrides et hybrides rechargeables. Alors oui, plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà sur le marché qui plafonne, je mettrai quand même un bémol parce que quand vous regardez les chiffres de début 2025, vous avez quand même des très fortes progressions par rapport au même mois de l'année dernière dans quasiment tous les pays européens. Alors en France on est stable, en Allemagne vous avez plus de 50%, en Belgique c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des nouvelles règles aujourd'hui sur les voitures électriques qui font que les constructeurs sont amenés à plus proposer de modèles électriques pour baisser leurs émissions. Ensuite, sur la question du retour en arrière, c'est surtout en fait les constructeurs qui veulent faire ça parce que ils sont dans une stratégie en fait de court terme où de se dire voilà la technologie électrique est quand même la meilleure pour le climat, il faut le dire. C'est elle qui va décarboner la voiture. Donc en fait revenir en arrière serait très dangereux à la fois pour l'industrie européenne. Je vous rappelle
rappelle que l'automobile européenne n'a pas attendu, l'industrie automobile européenne n'a pas attendu l'électrique pour perdre des emplois. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute de l'électrique si l'industrie automobile perd des emplois aujourd'hui. Et qu'ensuite, si on met pas les bouchées doubles sur l'électrique, de toute façon, les destructions d'emplois en fait vont arriver. Donc en fait, il faut investir sur l'électrique aujourd'hui, même si c'est un moment difficile. Et il ne faut pas croire qu'en restant dans le thermique, ça va nous permettre d'avoir un avenir radieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas Raffin, de Transport et Environnement. Vous pouvez retrouver l'enquête complète, évidemment, sur le site de Transport et Environnement. L'ONG dont on vient de parler. Les usines de batteries asiatiques respectent-elles les règles en Europe? Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. Et on aura évidemment l'occasion de pouvoir en reparler régulièrement. Je ne savais pas cette histoire de passeport là, à venir en 2027, mais on en parlera un peu plus tard, parce que si je te redonne la parole, on envoie le journal dans 5 heures. Allez, la pub, le journal, et on se retrouve après avec les pneus. À tout de suite. Alors, toujours avec beaucoup de bonheur de vous retrouver pour la seconde heure de notre émission On parle auto. Nous allons avec l'ami Jean-Luc dans quelques instants fêter un anniversaire. Alors on va fêter on va fêter les 40 ans, si ça pourrait être mon anniversaire, du Pirelli P0. C'est le premier pneumatique ultra haute performance de l'histoire. Si je vous dis Ferrari F40, wow. et P0, wow. Si je vous dis Pagani Zonda, si je vous dis Lamborghini Murcielago Aventador, P0. Mais toujours, on adore. Toujours du P0. Et on adore. Voilà. Nous allons aussi, évidemment, vous donner la parole au 0826 300 300. Et puis, on va parler d'entretien, de rénovation. Exactement. Alors, vous allez voir 2 questions intéressantes. On a une question de Jean-Luc, d'abord, que je trouve Paris. Non, justement, pas du tout. Il nous dira d'où il est, je ne l'ai même pas sur ma fiche. Et on aura David. J'adore. David de Rognocourt, qui est le directeur général de Sfertech, qui est avec nous pour répondre à beaucoup de questions, en fait. D'ailleurs, si vous en avez, vous n'hésitez pas. On parlera encrassement des moteurs, c'est sa grande spécialité. Alors, c'est pas lui qui encrasse les moteurs. Non. On aurait plutôt tendance à les décrasser. Il les teste. Et puis, on a cette question de Jean-Luc. Et pour finir, un gros dossier, sur le PureTech. On en parle toutes les semaines. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui... Les airbags. Le PureTech, les airbags Takata. Et on aura avec nous maître Christophe Leguevac, qui est avocat et qui a mis en place une plateforme d'action collective qui a ouverte ce jeudi. Donc c'est vraiment, on est dans l'actualité. Pour ce sujet-là. On verra ces procédures qui visent Stellantis. Voilà. Qu'est-ce que peuvent espérer les propriétaires de ces véhicules. Et d'ailleurs, je vous invite tout de suite, si vous aussi vous êtes concernés, alors on parle bien de Stellantis, ne parlez pas d'autres marques pour l'instant, pour cette émission, on en fera d'autres évidemment. Vous pouvez réagir tout de suite sur la page Facebook de Sud Radio et me mettre votre mésaventure ou vos questions. Allez, c'est parti. Avant de parler de cela, on va tout de suite parler de pneus avec Grégory Barcy. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux pneus grâce à nous, grâce à cette émission qui depuis 4 ans est la seule émission en France à avoir une chronique sur le pneu. Pirelli P0, bonjour Grégory Barcy, directeur Sales and Marketing de chez Pirelli. Bonjour. Bonjour Grégory. Happy birthday to you. Enfin, pas vous. Vous avez 40 ans, Grégory? Merci pour cette belle festivité, effectivement. 40 ans du P0, oui. Alors, donc il sort 1985. Premier pneu ultra haute performance, 1985. Il a fait ses débuts sur quel modèle? Alors, il a été développé initialement pour la Lancia Delta S4 Stradale. Donc, on était sur le monde du rallye à l'époque, notamment au rallye de San Remo. Donc la S4 Stradale, pour ceux qui ne connaissent pas, la S4 c'était une voiture qui courait en groupe B, c'était la grande période des groupes B. Tout le monde se souvient des 205 Turbo 16, on était dans la même catégorie de voitures, des voitures avec des moteurs turbo qui étaient ultra puissants, et ces voitures devaient être produites à, je crois que c'était 200 ou 400 exemplaires, et donc il y avait des versions, c'est ce qu'on dit Stradale là, donc c'est la version routière du modèle qui était homologuée en rallye, donc une voiture ultra performante, il fallait un pneumatique ultra performant. Et d'ailleurs, alors moi je voudrais savoir ce que c'est parce que là vous parlez comme si nous là on savait tout. C'est quoi, l'ami Jean-Luc, un pneu ultra haute performance? Oui, alors, c'est quoi la comme c'était le premier de l'histoire, c'était quoi la différence? C'est qu'est-ce qui distingue ce P0 de ses concurrents alors?
Alors effectivement, à l'origine, le P0 a amené énormément d'innovations finalement, avec notamment l'introduction du Kevlar dans les matériaux pour notamment rigidifier la structure et faire la liaison entre la jante et le pneu. Et également la bande de roulement du P0, ça a vraiment été une innovation clé. C'est contrairement aux pneus traditionnels, elle combinait 3 types de structures qui étaient justement inspirées du sport auto. Donc à la fois un épaulement intérieur qui était doté de rainures proches de celles des pneus pluie, qui permettait justement d'améliorer l'adhérence sur sol mouillé. Une partie centrale qui était inspirée des pneus intermédiaires, qui permettait un équilibre entre adhérence et stabilité, et un épaulement extérieur qui était basé sur des pneus slick et qui garantissait une traction optimale sur sol sec. Donc on a vraiment énormément d'innovations qui étaient issues du sport auto qui ont été introduits sur ce pneumatique qui permettait de répondre aux exigences des véhicules de l'époque qui étaient de plus en plus puissants. Alors il y a 2 petites histoires que je trouve extraordinaires qui sont liées à la structure du pneu. La première, c'est que vous nous disiez l'intérieur du pneu est fait comme un pneu pluie. Il s'est avéré qu'à un moment, je vais vous le laisser raconter, mais ce pneu de série pour des voitures de série, il a même gagné en course. Oui, exactement. Lors du rallye de San Remo, justement, donc la Lancia Delta, qui était pilotée par Mickey Biazon à l'époque, a utilisé justement des pneus P0 Tourisme qui n'étaient pas encore commercialisés. Donc il l'a utilisé pour effectuer la liaison routière entre 2 spéciales et il trouvait que ces pneumatiques étaient vraiment très performants, ce qui fait qu'il a décidé de les conserver pour une épreuve chronométrée sous des conditions météorologiques difficiles. Il pleuvait énormément et il a remporté l'étape. Donc il a battu tous ses concurrents qui étaient eux équipés de pneumatiques. Exactement. D'où la légende du P0 est née à ce moment-là. Ouais. Alors il y a autre chose, il y a un journaliste, alors je les apprécie pas tous, mais qui à un moment a fait une remarque assez rigolote, puisque vous nous avez dit à l'extérieur on dirait un pneu slick et il a dit j'espère que la police est prévenue. Oui, c'est ça. Espérons que la police soit au courant parce qu'on ne voudrait pas que la partie lisse soit confondue avec un pneu usé. Bon, c'était la petite anecdote. Effectivement, c'était vraiment très novateur à l'époque et c'était la petite anecdote effectivement. Bon, ça a équipé au départ des voitures qui étaient pas dans les moyens de tout le monde. Hein. La Ferrari F40, la 512 Testarossa, c'est clair. Les Lamborghini Countach, Diablo, Murcielago, Aventador, des McLaren, des modèles plus récents, évidemment. Les Aston Martin Vanquish, des B9, V12 Vantage, les Porsche 911, Macan, Cayenne. Aujourd'hui, est-ce que je peux mettre sur ma 2 chevaux du P0 ? Non, mais la question. En fait, la question c'est aujourd'hui la gamme P0 s'est étendue puisque c'est un pneu qui existe toujours. Déjà, est-ce qu'il a évolué depuis 40 ans ? Vous avez 10 minutes. C'est ça. Effectivement, il a fortement évolué. Ça a toujours été un concentré de technologie, donc qui combine à la fois les innovations, comme on l'a précisé, qui étaient issues du sport automobile, et les avancées en matière de matériaux et de conception, toujours dans l'optique d'offrir des performances exceptionnelles à la fois sur route et sur circuit. Et effectivement, au cours des différentes décennies, la gamme s'est diversifiée pour répondre aux besoins des constructeurs. Dans les années 80, on était vraiment dédié aux supercars. Aujourd'hui, ce pneumatique est la famille P0, puisqu'il y a plusieurs déclinaisons du P0. Elle permet de répondre et de chausser des véhicules type berline sportif, SUV haut de gamme, supercar, hypercar. Donc on est vraiment sur un spectre large, mais toujours dans cette optique de ultra haute performance et de véhicules puissants et ultra haute performance. Donc il y a combien de références aujourd'hui sur le P0 ? On a plus de 1500 références, en sachant que depuis ses 40 ans, on a développé plus de 3000 homologations sur du coup différents véhicules. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec le P0 est née la stratégie de Perfect Fit. C'est-à-dire qu'à chaque version du P0, on développe sur mesure un produit pour s'adapter aux spécificités du véhicule, bien évidemment conjointement avec les ingénieurs des constructeurs. On peut avoir une idée du prix un peu mais avant de parler d'argent, je sais que ça vous intéresse l'argent. Je suis vénale, moi. Là, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Ça veut dire que le P0 dans les mêmes dimensions pour une Porsche 911 ou pour une Lamborghini, dans la même taille, ça ne sera pas le même pneumatique. Bah oui. Tout à fait. Au niveau à la fois de la structure, des composés. Pourquoi ? Parce que un véhicule
une Ferrari ou une Lamborghini vont avoir des spécificités différentes et donc nos ingénieurs travaillent justement pour adapter le produit aux besoins du véhicule. D'accord, donc ils ont les fameux marquages constructeurs et ils sont développés spécifiquement pour un modèle. Tout à fait. Dans ces cas-là, vous avez un marquage constructeur qui est dédié à chaque constructeur. F pour Ferrari, L pour Lamborghini, étoilé pour BMW, etc. L pour Porsche, voilà. Ouais, on peut donc parler, c'est du sur-mesure, donc ça doit être hyper cher. Comme quand on s'habille, le sur-mesure c'est toujours un peu plus cher que le prêt-à-porter, donc ça doit être la même chose pour le P0. Quand tu as une F40, une Lamborghini, tu vas pas mettre des pneus à 300 € sur un petit tour d'horizon. Grégory Barcy, vous qui êtes directeur marketing Pirelli. Il va nous répondre que c'est pas eux qui vendent les pneus, c'est les distributeurs. Oui, non, parce qu'il y a marqué directeur sales, donc sales ça veut dire vente aussi. Hein. Ah oui, j'allais vous dire qu'effectivement, tout bon produit P0 est disponible dans la distribution. Évidemment, cela dépend vraiment à la fois de la dimension et du type de véhicule. Le moins cher est le plus cher. Le moins cher est le plus cher. Enfin non, pardon. J'aime pas le mot cher parce que ça donne une mauvaise. Le prix le plus bas et le prix le plus haut. Alors, une fourchette de prix entre 150 et plus de 1000 € pour des véhicules vraiment très exceptionnels. Voilà, c'est pas si monstrueux, 150 € pour un pneu ultra haute performance. Quand vous dites ultra haute performance, ça correspond à quoi d'ailleurs parce qu'aujourd'hui d'abord on a des marquages, ils sont à quoi en marquage ces pneus et jusqu'à quelle vitesse on peut aller sur circuit? Alors, sur circuit, vous pouvez dépasser allègrement les 300 km/h avec les nouvelles structures des pneumatiques. Et effectivement, le marquage justement permet de répondre aux spécificités des véhicules et de coller parfaitement au comportement que souhaite le constructeur. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir à la fois sur route en toute sécurité et également sur circuit. Vous allez lui offrir un gâteau au P0 là pour ses 40 ans. Comment ça, où il y a... Non, la vraie question c'est est-ce qu'il y a des événements qui vont être mis en place pour fêter cet anniversaire? Alors écoutez, dans quelques semaines, on aura la chance de pouvoir dévoiler une 5e génération de P0. Donc ça sera effectivement l'occasion de fêter ça. Écoutez, je pense qu'on pourra en reparler ensemble, mais il faut être patient, encore un peu de patience. Il y a Stéphane sur la page Facebook qui demande s'il y a une jante spéciale pour le P0. Non, c'est un pneu traditionnel, on est d'accord. Oui, c'est des pneus, exactement. Bon, super, mais en tout cas, bel anniversaire à ce P0 et que son chemin continue, parce que c'est vraiment un beau pneu en plus. Pour les prochaines années. Ouais. Oh, c'est beau ce que vous dites. On lui souhaite une belle longévité. On vous embrasse et on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Grégory Barcy, qui était directeur Sales and Marketing de chez Pirelli. Qui est toujours, hein, qui était avec nous. Non, c'est parce qu'à la fin de la chronique, il va le rester. Enfin, j'espère pour lui. Ça dépend. En tout cas, il va faire une pause pour le week-end. Et on fêtait les 40 ans du premier pneumatique ultra haute performance de l'histoire qui s'appelle le P0. Allez, à suivre, vous. Et c'est Claudia qui a besoin de vos conseils, l'ami Jean-Luc, pour choisir sa future voiture. Et vous savez que vous pouvez faire appel à l'ami Jean-Luc pour un conseil, pour un avis sur l'achat de votre prochaine voiture avec ce rendez-vous, quelle auto choisir? Alors soit vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr, vous mettez on parle auto et quelle auto choisir avec toutes vos coordonnées, un peu d'explication de ce que vous recherchez, et puis soit vous nous appelez au 0826 300 300. Salut Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et de l'automobile. Merci de me prendre avec plaisir. Vous avez une voix très gaie, très joyeuse, ensoleillée, ça fait du bien. Oui. Alors, on vous écoute Claudia. Alors voilà, moi je vais devoir changer mon monospace Mercedes classe A 180 et je voudrais rester dans le monospace moyen quoi, avec ces dimensions-là parce que l'espace est formidable. D'accord. Je ne sais pas vers quoi me diriger quoi en fait. Alors vous avez dans les messages que vous m'avez envoyés, vous aviez certaines pistes. Bon, j'ai peur d'être obligé de vous doucher, mais allez-y. Ça veut dire quoi, se doucher? Non, expliquez-nous, Claudia. Expliquez-nous vos pistes, déjà. C'est-à-dire que je pensais à la série 2... BMW. Ouais, BMW. L'Active Tourer, ouais. Voilà, l'Active Tourer. Alors vous voulez un diesel? Oui, elle est belle. Alors vous voulez un diesel parce que vous faites beaucoup de kilomètres et principalement de l'autoroute. Donc ça, c'est bien. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc déjà, on sait que pour l'usage, c'est le bon choix, cette motorisation-là. Maintenant, allez, je vous parle des séries 2. Mais, alors sur les moteurs diesel, attention, sur les moteurs diesel, la fiabilité, elle est
très moyenne. Donc quand vous voulez acheter une voiture d'occasion, elle va être moyenne. Pourquoi ? Alors sur ces moteurs-là, que ce soit le 218D ou 220D, vous avez des problèmes de vanne EGR. C'est quoi la vanne EGR ? C'est recyclage des gaz d'échappement pour diminuer les émissions de NOx. C'est un truc qui recycle des gaz d'échappement, donc on se doute bien que ça va s'encrasser si on fait que de la ville. Le turbo, même chose, ça va s'encrasser si on fait de la ville. C'est filtre à particules, même chose. Donc c'est plus l'usage du véhicule du propriétaire précédent que le kilométrage qu'il faudra regarder attentivement. Si c'est quelqu'un qui fait principalement de la ville, parce que ça peut être un choix, parce que c'est une voiture qui est en agrément, qui est très sympa à conduire, une belle présentation, un bon comportement. Bon, c'est un confort un peu ferme, mais c'est pas un gros défaut. Par contre, le reste, c'est des qualités, à la condition que le propriétaire précédent ait fait des grands trajets avec cette voiture. Si c'est cogné de l'embouteillage en permanence, vous oubliez, parce que c'est ça qui dégrade la fiabilité. Ah oui, voilà. Elle est encrachée, quoi. Ouais, exactement. Deuxième chose, vous avez vous intéressiez au Mercedes classe B. Ah oui, oui. Alors, en boîte automatique, parce que vous l'auriez voulu en boîte méca, il n'y avait pas de problème. Non, moi, je veux une boîte automatique. Voilà, et en boîte automatique, c'est le gros problème. La boîte 7G Tronic qui Claudia, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? En ce moment, il y a un bruit comme s'il y avait de l'eau qui coulait. Ah oui, je suis pas loin. Oui, je suis pas loin d'un marché, c'est pour ça. Ah, d'accord. Veuillez m'excuser. Non, mais c'était bizarre. C'est pas grave. Alors, vous auriez voulu une boîte méca, on partait sur le Mercedes, là vous voulez la boîte automatique. Non. Pourquoi non ? Parce qu'il y a plein de problèmes sur cette boîte automatique, de calculateur. Vous avez le volant moteur bimasse qui se met à parce que c'est une boîte robotisée. Donc il y a deux embrayages. Vous avez les embrayages qui déconnent, le volant moteur qui déconne, il y a des craquements sur la boîte. Donc à oublier. Alors, on va rester... Après, je vous dis vite fait, le Peugeot 3008 aurait pu être une bonne solution. C'est pas un monospace, mais il y a de l'espace dedans, il est confortable, etc. Mais il est dans votre budget, il sera avec le 1,6 litre Blue HDI qui lui a des problèmes de chaîne de distribution, donc on va l'oublier. Voilà. Et alors, j'ai une dernière proposition à vous faire. Alors, sinon, on va pour bien synthétiser tout, on reste sur le BMW à condition que le propriétaire précédent l'ait utilisé sur la grande route, etc. Exactement, de la bonne façon. Et j'ai une autre proposition d'un truc hyper fiable, inusable, qui vous emmènera à 500 000 km, qui est dans votre budget, qui n'est pas un monospace, mais qui offre beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est un Honda CR-V avec le moteur 1,6 litre D-Tech 160 chevaux, donc ça marche bien. Boîte automatique 9 vitesses. Généreux en habitabilité, un coffre spacieux, une boîte douce, un moteur onctueux, un très bon confort. Alors, le corollaire, c'est que le comportement est un peu pâteau, mais j'imagine que vous ne voulez pas faire des rallyes avec cette voiture-là. Si vous faites de l'autoroute, le confort, ça sera plus essentiel que le comportement pâteau. Voilà. Alors moi, mon choix, ça serait celui-là. Ça serait le Honda CR-V. Avec le 1,6 litre D-Tech, super fiable. Sans doute le diesel le plus fiable du marché. Ah, très bien. Voilà. Regardez-le, il faut d'abord qu'une voiture plaise. On n'achète pas... Non, mais ça m'a l'air d'être bien Honda, je pense. Oui, c'est très bien. De toute façon, les Japonais sont plutôt bien. Non, mais celui-là, il est... Non, ils ont eu des soucis avec certains moteurs diesel, Honda, mais celui-là est vraiment très bien. Il consomme pas grand-chose en plus, donc voilà. Alors le BM consomme pas beaucoup non plus, mais je vous ai dit, le BM, c'est un peu... c'est la roulette russe, ça dépend de... Alors que le Honda, on peut pratiquement y aller les yeux fermés. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'est un très bon conseil. Toujours. Je regardais du côté de Honda. Je vais regarder du côté du Honda CR-V. Ça m'intéresse Et puis, vous n'hésitez pas à me renvoyer un message quand vous avez vu des choses. Je vous dirai en off, par mail, ce que j'en pense. Il est parfait. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, Claudia. Vous étiez où ? Bravo pour l'émission, parce que franchement, c'est génial. génial. Et puis, on apprend plein de trucs en plus. Même moi, j'apprends plein de trucs. C'est pour vous dire. Claudia, vous disiez que vous étiez sur un marché. Vous êtes dans quel secteur, là ? Je suis à Nice, du côté de la Libération. Il y a un très très grand marché, évidemment. Bon, vous êtes bien là-bas. Je vais à Nice lundi, moi. Et voilà. Anthony, c'est chez Anthony, notre réalisateur, il est heureux là. On embrasse tous les Niçois et on vous souhaite un très très beau week-end. Il fait beau là ?
Non, il fait pas très beau, mais ça va venir à partir de demain, il fait beau. Oui, et puis c'est très bien que la région ait pris un peu d'eau, parce que moi, mes amis vignerons de Provence, ils ont souffert quand même de la sécheresse depuis 3-4 ans. Donc c'est très très bien. Pensez aux vins, pensez aux agriculteurs, et en plus, non, pas trop, faut pas exagérer, ça va. Non, la terre en a besoin. Tiens, d'ailleurs, on salue aussi tous nos amis agriculteurs qui sont à la porte de Versailles pour le salon. Vous y retrouverez d'ailleurs demain en direct une partie de la matinale et notre ami Anne-Marie, n'importe quoi. Jean-Marie Bordry, il vient de se faire opérer. Il sera en direct à partir de 8h30. Allez, une pause et puis on continue notre rendez-vous. Nous allons parler d'entretien et de rénovation de votre voiture. Et on va tout de suite accueillir nos deux complices de cette chronique, parce que grâce à Jean-Luc que nous accueillons au 0826 300 300, nous allons avoir plein de questions à poser à notre invité. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour, merci de me prendre. Oui, comment bonjour ça Jean-Luc. Ça va très bien, je téléphone de la région de Montpellier. Oh, j'adore, vous êtes où, dans quel coin de Montpellier? Carnon-Plage. Ah, Montpellier, Carnon-Plage, j'aime beaucoup cette région. Pour répondre à toutes les questions, j'ai prévenu l'ami Jean-Luc, attends, je vais me la péter 2 secondes, nous accueillons David de Regnaucourt. Bonjour David. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour David. Directeur général de Sfertech et surtout créateur du fameux diagnostic, le Diag 5 gaz en 2007, qui permet, on rappelle un petit peu ce que c'est que ce système. C'est une prise de sang moteur. En fait, on analyse la combustion et en fait, aujourd'hui sur les voitures, beaucoup font du diag avec l'électronique et des fois on voit pas les pannes. Alors que là, par le biais de l'analyse de gaz, on arrive à déceler de faire comme un dépistage et de déceler des problèmes avant que ce soit très grave. Et du coup, on peut les traiter. Et c'est très important. C'est là que tu vas comprendre pourquoi je te dis. Tu sais que je réalise pour le salon Équipe Auto un podcast depuis le mois d'octobre. Il y en a un par mois et celui qui est sorti le 16 février dernier concerne les grands prix de l'innovation automobile, et David avait reçu ce grand prix de l'innovation automobile en 2007 et il en parle dans le podcast et c'est génial. Pour une fois qu'il a un prix, lui qui est jamais allé à l'école, franchement c'est bien. Non, alors on va écouter Jean-Luc justement, qui avait une question à poser, parce qu'on avait déjà évoqué avec David un produit à mettre avant de faire sa vidange pour nettoyer l'intérieur du moteur, et Jean-Luc a des doutes. Alors on vous écoute Jean-Luc. Et oui, voilà, j'ai une Renault Clio 3 de juin 2011 et je dois bientôt faire la vidange de 220 000 km et je ne cache pas que mon objectif c'est de l'entretenir au mieux de façon à la garder au maximum, vu qu'elle est encore critère 2. Et donc j'avais écouté votre émission et il y a quelque temps, et vous parliez de ces produits qu'on met dans le liquide d'huile, le circuit d'huile, juste avant la vidange pour rincer le circuit. Et effectivement, je m'étais aperçu que je faisais la vidange chez Renault, je rentrais chez moi, je roulais à peine 8 km et le lendemain, je vérifie le niveau et l'huile, alors que la vidange avait été faite la veille, l'huile, dès le lendemain, elle était déjà, je dis pas qu'elle était noire, mais je dis, elle n'était pas vraiment nette. Alors je me suis dit que ces produits allaient être intéressants, mais j'ai eu le malheur de regarder sur Internet et il y a plein de gens qui utilisent ces produits à bon escient. Le problème, c'est qu'ils disent qu'ils risquent d'y avoir des reliquats de ce produit de rinçage dans la première huile. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font d'abord une première vidange avec de l'huile pas chère. Ils roulent quelques kilomètres et là, ils font la vraie vidange avec l'huile définitive de façon à être sûr d'éliminer tous ces résidus. Alors moi, je m'inquiète, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ces produits? Voilà. Bonne question. Oui, alors je vais faire une mise en garde tout de suite. Quand vous allez sur Internet, on peut tout lire et son contraire. Internet, c'est une source d'information, mais si on n'a pas du tout de compétences, on peut être complètement perdu. Alors, il semblerait que ce que vous ayez lu sur Internet ne concerne pas les produits dont on a parlé la dernière fois, David. Oui, alors effectivement, il y a du vrai dans ce que dit Jean-Luc. Mais voilà, je vais tenter d'expliquer simplement comment faire pour séparer, je dirais, le bon grain de l'ivraie. Parce qu'effectivement, il y a 2 approches. Déjà, c'est super que Jean-Luc se fasse la réflexion, parce que peu de gens se la font. C'est bizarre de regarder son niveau d'huile et après une vidange, d'être habitué à ce que l'huile soit déjà sale. Et en fait, pourquoi ?
Parce qu'en fait, le rôle d'une huile, c'est aussi de maintenir un moteur propre, parce qu'elle contient en elle quelques pourcentages de détergents dispersants. Donc il faut savoir que dans un moteur, on a des imbrûlés de carburant, gasoil, essence ou éthanol, et ces imbrûlés vont dans l'huile. Alors quand on a un gasoil, en 3 minutes, l'huile est noire, parce que les résidus, la contamination, le gasoil, c'est une chaîne moléculaire longue en termes de carburant, donc il y a beaucoup de carbone, donc ça noircit. Et puis l'essence ou l'éthanol, c'est beaucoup moins carboné, donc on la voit moins. Donc l'idée de nettoyer, c'est une bonne idée. Sauf qu'il y a deux approches. Il y a l'approche industrielle. En industrie, il ne faut pas que ça casse. Donc il y a des approches qui consistent à nettoyer les circuits d'huile en toute sécurité. Et puis il y a l'approche grand public. Alors quand on est dans l'industriel, c'est le chemin des pétroliers. En fait, il faut un nettoyant circuit d'huile qui contient des détergents dispersants. On les met dans la vieille huile. Et en fait, on touche pas aux caractéristiques de son huile parce qu'en fait, c'est comme si on lui donnait une seconde vie. On la transforme en huile de rinçage sans toucher à sa viscosité. On peut même rouler avec le nettoyant circuit d'huile. Ça nettoie très bien. Et quand vous vidangez, c'est comme si vous aviez une huile de rinçage. Alors que si vous prenez un produit solventé, ce qui est majoritaire dans le pays, ça coûte 2 roubles. Sauf que c'est comme si vous versiez un verre de white spirit dans votre huile. Alors quand vous mettez ça, effectivement ça nettoie, mais comme vous avez raison Jean-Luc, ça casse la viscosité de l'huile. Oui. Ensuite, on peut jamais vidanger un moteur à 100%, donc il va rester de ce solvant dans la future huile. Et en plus, ce que peu de gens savent, c'est que ça attaque les joints. Et donc voilà, ce qui fait que il faut prendre des produits, il faut savoir les différencier. Je peux peut-être dire Jean-Luc comment on peut. Oui, c'est important plaisir. Parce que ceux qui nous écoutent disent ok, d'accord, on a compris, il y a les bons et les mauvais produits à utiliser, mais comment on reconnaît les bons? On vous écoutait religieusement. Alors en fait, un produit solventé, on le prend dans la main, on secoue la bouteille et on a l'impression que c'est de l'eau. C'est comme si on avait du white spirit. Ça fait flop très liquide. Quoi. Bon, malheureusement, on peut pas l'ouvrir parce que si on l'ouvrait, on sentirait. On pourrait le goûter, ouais. On peut mettre son nez quand même près du bouchon et le solvant va un petit peu rejaillir parce qu'il y a toujours un petit peu le solvant qui sent. Un détergent dispersant, comme le font les pétroliers, c'est un peu liquoreux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur. C'est très, il y a une viscosité un petit peu, c'est comme de la liqueur. Et quand on met ça dans l'huile, ça devient une huile de rinçage. Ça déglace les cylindres, ça nettoie les poussoirs hydrauliques, ça nettoie les crépines. Ça permet, ce qu'on avait dit la dernière fois, de supprimer pas mal de problèmes sur le 1 litre de PureTech. PureTech, ouais. Les segments, gorge de segments, ça nettoie les gorges de segments, ça limite les remontées d'huile qui vont dans la chambre de combustion. Et il y a que, franchement, ça va même être un sujet pour nous en 2025. J'ai envie de dire, ne mettez pas une huile propre dans un moteur sale. J'ai l'impression que les gens, ils changent l'huile, mais ils font pas de vidange. Oui, c'est un peu comme si on faisait une machine avec l'eau de rinçage de la machine d'avant, quoi. Ouais. Alors, David, là pour Jean-Luc, sa voiture, Clio 3, 220 000 km, donc il va faire le bon choix pour rincer son moteur en faisant sa vidange. Mais est-ce qu'il y a d'autres traitements à faire? Parce que 220 000 km, les injecteurs, ils doivent quand même être un peu fatigués. C'est sûr que les injecteurs, ça commence à se nettoyer à partir de 20 000 km. Bon, là, il faut vraiment le faire. Donc, j'ai l'impression que c'est une Clio essence, non? Parce que Non, diesel. Non, diesel, 1,5 litre DCI, ouais. C'est une 3, une Clio 3. Alors là, c'est des injecteurs Delphi, là-dessus. Et, il y a une espèce de valve intérieure, une valve de contrôle qui a tendance à gripper. Et là, nettoyer les injecteurs, c'est la vie après la mort, quoi, sur ce type de voiture. C'est vraiment important de le faire. Parce que nous, il fut un temps, on avait un atelier de réparation avec Bosch, on réparait les injecteurs et rien que le fait de nettoyer cette pièce interne, l'injecteur repartait, quoi. Donc ça évite les cognements le matin froid. Votre voiture, Jean-Luc, elle fait pas un peu les castagnettes quand vous accélérez? Il n'y a pas un petit claquement Non, pas du tout, elle tourne comme une horloge. Écoutez, tant mieux alors. Ouais. Je continue à l'entretenir. Tant mieux. Parce que, alors là, ça concerne pas la voiture de Jean-Luc, parce qu'elle est de 2011, donc il n'a pas de filtre à particules sur son véhicule. En tout cas, chez Renault, il n'y en avait pas à l'époque. Ouais. Mais sur des véhicules plus récents, avec un système de dépollution très évolué, on a des systèmes d'injection qui vont jusqu'à 8 injections, c'est ça? Successives? 8 injections par tour moteur. Il faut imaginer un moteur qui est à 2000 tours. Et à 2000 tours, on fait 2000 fois 8 injections. C'est un travail, c'est comme un stylo bille qui va dans tous les sens. Et c'est le gasoil qui est le lubrifiant de cette pièce qui coûte si cher.
D'accord, donc 8 injections, j'imagine que quand ça commence à s'encrasser, les 8 injections, elles se font pas correctement. Elles disparaissent, quoi. Il y a les plus, celles qui ont une durée la plus courte, celles qui sont salvatrices pour le filtre à particules disparaissent. Et du coup, on n'a que l'injection principale qui fait avancer la voiture. Mais par contre, on a le FAP qui s'encrasse à une vitesse VV', quoi. Ouais. Donc là aussi, il y a des produits de nettoyage. Il y a tout et n'importe quoi, hein. C'est la même chose. Écoutez, c'est toujours pareil. En fait, si vous voulez, ce qui est un peu dommage dans les additifs, c'est que ça n'a jamais été des produits sérieux. C'est fou, hein, je vous dis ça, mais c'est tout le problème. C'est pour ça que nous, on est parti sur d'abord un réseau de mesures avec une innovation dont Laurence a parlé. Le juge de paix, c'est l'analyseur de gaz, c'est un outil de mesure. Et quand on a démarré ça il y a plus de 20 ans, on s'est rendu compte que souvent les additifs, ça lubrifiait surtout la poche de ceux qui les vendaient, parce que c'est des produits, il n'y a pas de normes. On peut dire que voilà, ça redonne des compressions. Ça remétallise le moteur. Non mais c'est vrai, il y a eu même les pubs à la télé pendant des années, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bah oui, c'est du marketing, quoi. C'est comme ceux qui vous vendent des huiles qui éviteront l'usure du moteur indéfiniment, quoi. C'est exactement la même chose. Ça n'existe pas. Bah oui, alors du coup, moi j'aurais tellement aimé qu'il y ait une graduation en ppm, c'est-à-dire en dosage, que ce soit clair au niveau des fabricants, parce que finalement, je vous donne, allez, c'est pas, je peux le dire comme ça, mais on a des produits curatifs qui contiennent par exemple 20 000 ppm de produits actifs, et puis il y a des produits comme nous avec 250 000 ppm, vous voyez, donc c'est X fois la préconisation de l'additiveur, sauf que on voudrait nous faire croire que tous les pneus sont noirs et que c'est tous les mêmes, quoi, alors que non. Oui, ça c'est vrai que... Donc, alors, Jean-Luc, il peut se fournir ça où, les produits en question ? Dans toutes les grandes enseignes telles que Noroto, Feu Vert, sur notre site internet, voilà. Enfin, il fait son choix, il va chez qui il veut, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous c'est du détergent dispersant et c'est pas du tout du solvant, puisque voilà, je vais l'expliquer. Jean-Luc ? Oui, mais quelle est donc cette marque? Parce que j'ai regardé tous les produits qui sont en vente dans le commerce, c'est des produits que ne recommande pas Jean-Luc, justement. Alors, des produits solvantés, je veux dire. Oui. Là, beaucoup, c'est des produits solvantés. Mais là, si vous allez... Alors, David ne va pas le dire, mais vous allez sur Sfertech. Ça s'écrit comme une sphère avec... comme technologie, voilà, TECH. TECH, Sfertech. Voilà. Et on rappelle, parce que là j'étais en train de me dire, comme ça fait un petit 7-8 minutes qu'on a attaqué le sujet, ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio et qui entendent un homme qui s'appelle David parler de détergent pour un moteur, ils sont en train de se dire mais de quoi on parle? Donc on rappelle que c'est un rajout pour l'huile que l'on met nettoyer le moteur. Voilà. C'est comme des anticoagulants qui, en fait, on donne à une huile un peu l'idée d'une éponge qui pourrait, absorber des contaminants. Et en fait, les huiles en contiennent, mais sauf que quand le moteur est contaminé, on met une huile neuve, ils sont déjà saturés. Je m'excuse, mais si j'ai bien compris, on peut laisser ce produit donc dans l'huile, c'est pas la peine de faire la vidange tout de suite. Si, il faut faire la vidange, mais la différence entre un produit solvanté et un produit qui est sans solvant, c'est que vous pouvez même rouler 30-40 km avec le produit, parce que votre huile ne perd pas ses caractéristiques. Par contre, après, vidange à chaud, pour éliminer les contaminants, et remplacement du filtre. Alors qu'un produit solvanté, ils vous disent laissez tourner la voiture sur place, surtout ne pas rouler, voilà. Ouais, okay. On comprend bien que c'est pas du tout la même approche. Alors moi je vais le dire parce que David peut pas le dire. En fait, on se connaît depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années parce que il a été le premier à parler de l'encrassement des diesels à l'époque. Je me suis dit tiens, enfin quelqu'un qui s'inquiète de la santé. La santé des moteurs et surtout il faisait des produits et moi je les ai conseillés au fil du temps à tous mes amis et ça a toujours été efficace. Alors je vais pas une garantie à 100%, je travaille pas pour Sfertech, je vous dis juste que les produits jusqu'à présent, à chaque fois que je les ai conseillés, ça a toujours fonctionné. Et puis autre chose, parce que dans le fameux podcast dont je m'occupe et que je crée qui s'appelle Équipe Auto 50 ans de passion, que vous pouvez écouter sur Spotify, Deezer, etc. David, on en parlait. En fait, la création de votre Diag a permis après, carrément, il y a une loi qui est passée sur l'éco-entretien. On peut en parler. Ça, c'est pas faire cocorico bêtement, au contraire. Tout à fait. On a été les premiers à mesurer les oxydes d'azote. En fait, quelque part, on a un discours qui accompagne les usagers parce que on montrait du doigt le diesel, à juste titre, parce que c'est pas un moteur facile à dépolluer. Mais en fait, nous, on montrait aux usagers qu'il est possible de cohabiter avec son diesel, avec son pouvoir d'achat, parce que on nous dit vous êtes des sales pollueurs, alors qu'on nous a vendu ça il y a quelques années. Et nous, on a démontré. D'ailleurs, vous m'aviez invité avec Philippe Tabarot, le sénateur qui est aujourd'hui ministre, d'ailleurs, des Transports, et
on avait été retenu dans la commission Flash pour les zones à faible émission. Donc, ce qui fait que ce principe d'éco-diagnostic et de mesures pour que chacun puisse faire une éco-maintenance, c'est vraiment à la portée de tous. Et c'est grâce à vous. Mais non, mais on peut le dire, David, c'est grâce à votre création que même la France a évité 100 millions d'euros d'amende à l'époque, parce qu'elle ne s'investissait pas à l'époque pour tout ce qui était écologie. Bravo, hein. Bravo. La France en fait, il y avait plus de 100 millions d'euros et il y a eu un plan d'urgence pour la qualité de l'air et on était dans ce plan d'urgence. Ils ont opportunément pris notre démarche, mais c'était bien. Et en tout cas, voilà, c'est pas punitif, ça fait avancer les choses et c'était vraiment bravo, David, à vous et vos équipes. Merci, Jean-Luc. On a toujours besoin d'un pharmacien automobile. Merci, Jean-Luc. Merci, David. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de Sfertech. Exactement. Voilà. Et vous écoutez mon très beau podcast qui s'appelle Équipe Auto, 50 ans de passion sur toutes les plateformes dignes de ce nom. Allez, dans quelques instants, tiens, ça vous concerne. Alors là, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Notre ami Anthony va se faire pousser des bras, ça va être une pieuvre. Vous nous écrivez sur la page Facebook de Sud Radio. On va parler des PureTech, des airbags Takata. Que risque Stellantis? Si vous-même vous êtes concerné, écrivez-nous, appelez-nous. On reçoit Maître Christophe Leguevac, qui est avocat et qui s'occupe de ce dossier-là dans quelques instants. Et pour conclure notre rendez-vous, juste avant le retour de l'info de midi, on va parler de ce que risque Stellantis avec tous les problématiques et les affaires PureTech ou Airbag Takata par exemple. On en parle avec Maître Christophe Leguevac que l'on accueille sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Maître. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, on va remettre les choses en place pour tous ceux qui nous écoutent. On va remettre les choses en place. Cette semaine, vous avez sans doute, on en a parlé dans tous les journaux télévisés, il y a eu la suite de l'affaire des airbags Takata, puisque 236 900 clients de Citroën ont été contactés ou vont être contactés pour le remplacement des airbags Takata qui sont montés. Alors là, on parle de Citroën, mais c'est vrai que c'est un problème qui ne touche pas il y a plusieurs marques, que Citroën. Là, c'est les clients qui sont dans le nord de la France. Alors, Maître, déjà, est-ce qu'on sait combien il y a eu de victimes exactement à cause de ces airbags ? Officiellement, il y a à peu près 18 victimes identifiées, puisqu'il y a autant de procédures judiciaires ouvertes en France et en Outre-mer, étant précisé que ces procédures ne concernent pas que Citroën, comme vous venez de le dire. Il y a aussi bien Toyota que Volkswagen. D'accord. Alors, on va préciser, en fait, c'est dans le cas d'un accident, c'est rare qu'il y ait un déclenchement intempestif, mais dans le cas d'un accident, l'explosif, parce que on va l'appeler comme gaz, ça, en fait, le nitrate d'ammonium, le nitrate d'ammonium qui est utilisé, va, par sa puissance, projeter des pièces métalliques qui sont dans le volant et risque de blesser ou de tuer les conducteurs. C'est ça le risque principal. C'est exactement ça. L'ammonitrate a pour fonction de fabriquer du gaz qui va remplir le sac de l'airbag, mais quand il est humide, comme c'est le cas en ce moment, au bout de 5 à 10 ans, il devient dangereux puisque la puissance de feu, en quelque sorte, de l'explosion est beaucoup plus forte, ce qui détruit l'habitacle de l'airbag et qui peut projeter des pièces métalliques ou en plastique dans le thorax et plus grave dans la tête. Et les premiers accidents qui ont été constatés outre-mer, les forces de police se posent la question, mais pourquoi cette brave dame qui a 55 ans et qui a l'air d'être une bonne mère de famille a-t-elle été victime d'un règlement de compte à l'arme lourde? Ce n'était pas une arme lourde, c'était simplement un bout de métal qui avait transpercé le cerveau. Bon, ça, on sait donc que c'est dramatique. Les constructeurs ont réagi, alors tous à différents niveaux. Il y en a qui ont réagi beaucoup plus tôt. Ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à Stellantis, c'est d'avoir attendu le dernier moment pour réagir. Vous avez intenté, il y a une procédure qui parle, parce qu'on parlera du PureTech après, mais sur les airbags, il y a une procédure en cours de votre côté. Sur les airbags, nous avons lancé une action collective qui regroupe déjà 2700 personnes du sud de la France. Et au mois de juillet de cette année, nous avons déposé plainte auprès du procureur de la République de Versailles pour diverses infractions, notamment mise en danger de la vie d'autrui, homicide et coups involontaires, fraude, etc., etc. La plainte est à l'étude auprès du procureur de la République de Versailles et on attend l'arrivée du nouveau procureur puisque l'ancienne vient d'être nommée procureur général à Amiens. Juste une chose, parce qu'on parle de ces fameux modèles Takata au nitrate d'ammonium, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux, mais c'est surtout du côté des îles où il y a eu des soucis parce que c'est lié à la chaleur.
C'est lié à la chaleur, à l'humidité. L'humidité et la chaleur. Je vous arrête. C'est pas la chaleur. Le vrai problème, c'est l'humidité. Oui, l'humidité et la chaleur, mais donc plus l'humidité. Très bien. Ok. Et il y a eu plusieurs marques, parce que quand je donne tout de suite ça et après, vous avez le site écologie.gouv.fr/rappel airbag Takata et vous avez toutes les marques qui sont concernées. Mais à l'époque, en fait, Takata a gagné le marché parce que grâce à cet ammonitrate, ils pouvaient faire des airbags qui étaient moins chers. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu, même jusque chez Ferrari, il y a eu des airbags Takata qui ont été montés. Oui, il y en a plein des Ferrari. C'était le leader mondial des airbags à cette époque, société qui a disparu. C'était le numéro 2 à l'époque. California T, la 458, la FF, la F12 Berlinetta, enfin voilà. Et puis c'est la liste des modèles concernés par année, c'est très bien fait. Alors qu'est-ce que vous espérez de cette action en justice contre Stellantis ? Mais déjà, qu'une enquête approfondie soit menée, de comprendre pourquoi Stellantis Citroën a attendu autant de temps, pourquoi avoir pas réagi dès les premiers décès aux Antilles en 2019, et comment se fait-il qu'ils aient aussi mal organisé le remplacement, puisque, on ne l'a pas dit, mais au mois de mai 2024, quand les sudistes, on les appelait comme ça, ont reçu la lettre recommandée leur disant que leur véhicule était dangereux, voire mortel, et qu'ils devaient arrêter de conduire, ça a mis presque 9 mois pour certains pour obtenir un airbag neuf. Donc ça veut dire que pendant 9 mois, ils n'avaient pas accès à leur véhicule ou alors à leur risque et péril. C'est vraiment quelque chose qui est mal organisé. Je me disais par exemple sous la douche ce matin, on aurait très bien pu imaginer un Doctolib qui permettait de prendre des rendez-vous à l'avance tranquillement en fonction de son emploi du temps pour faciliter le changement des airbags. Stellantis a les moyens de mettre en place un tel système. Ils avaient le temps, les moyens, ils l'ont pas fait. Donc ça fait partie des reproches qu'on leur fait. De la même façon que je constate qu'aux Antilles, plutôt en Guyane, il y a des grandes affiches 4x3 pour les automobilistes de certaines marques. Ça aussi, on aurait pu le faire depuis très longtemps. On aurait pu faire une information lors des révisions. Donc ils avaient 10 ans pour s'organiser et ils font ça en catastrophe au dernier moment. Parce que justement, ils ont préféré spéculer sur la vie des conducteurs. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de chance, parce qu'ils ont une Citroën C3 avec des airbags Takata plus un PureTech sous le capot. Et là, sur le PureTech, après la plainte qui avait été déposée par l'UFC Que Choisir, on les a vus avec nous à l'antenne, vous avez, déposé une autre plainte récemment et vient d'ouvrir une plateforme d'action collective jeudi, donc c'est très récent. Et là, pareil, qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous espérez ? Alors, la plateforme d'action collective myideo.legal, que j'ai l'honneur d'avoir créée avec d'autres, a lancé l'action collective sur les PureTech et à ce jour, en 24 heures, on a déjà réuni 500 personnes, ce qui prouve qu'il y a 24 heures. En 24 heures. Ce qui prouve qu'il y a une forte sensibilité. Un autre chiffre qui peut vous permettre de comprendre, la page Facebook du groupe des victimes du PureTech comporte 52 000 participants. Donc il y a un Français. Donc il y a une vraie attente de la part des consommateurs et la réponse de Stellantis est très en deçà des attentes puisqu'ils accepteraient de prendre en charge en partie les réparations si les événements sur consommation ou casse moteur sont intervenus entre le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2024. Non mais... Si c'est avant, vous êtes exclu, si c'est après, vous êtes exclu. C'est n'importe quoi. Oui, donc... je vous laisse commenter, moi je vous donne l'info. Oui, mais c'est honteux. Donc là vous attaquez Stellantis, alors des infractions graves, tromperie aggravée, pratique commerciale trompeuse, escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. C'est pas rien. Donc ça veut dire que au bout de cette action, s'ils sont condamnés, tous ceux qui ont été victimes de ce moteur 1,2 litre PureTech pourraient être dédommagés ? Alors, déjà, il faut arriver au bout de l'action. Comme vous dites, il va y avoir une longue période d'enquête, puisqu'il va falloir mettre la main sur les documents internes, vérifier dans quelles conditions les décisions ont été prises. Mais si, à la fin des fins, on arrive à faire condamner Stellantis et certains dirigeants, je pense notamment à M. Tavares, parce que ce soit les airbags ou les PureTech, c'est le résultat de la politique industrielle qu'il a menée, de l'économie, pression extrême sur tous les services, qualité mise au silence et exploitation maximale des consommateurs. Donc si on arrive à obtenir la condamnation de Stellantis, les victimes pourront venir chercher les différents préjudices qu'ils ont subis. Et là, ça dépend de chaque personne, chaque dossier. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont eu que de la surconsommation d'huile, vous avez des gens qui ont eu des casses moteurs sur autoroute, donc qui ont eu très peur. Vous pouvez aussi avoir des gens qui ont simplement une perte de valeur du véhicule, parce qu'aujourd'hui, sur le marché secondaire d'occasion, la valeur, on va dire, elle a chuté, pour être gentil. Comment, malheureusement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, on peut suivre les affaires avec vous ?
Sur la plateforme que nous avons mis en place, myleo.legal, vous avez... Ça s'écrit M-Y-L-E-O, oui, M-Y-L-E-O. .légal, L-E-G-A-L. Voilà. myleo.legal. Voilà, vous n'hésitez pas. Et d'autres personnes peuvent vous rejoindre? On vient d'ouvrir jeudi et vous voyez en 24 heures 500 personnes, donc j'espère que d'ici au 30 septembre on sera plus nombreux. Super. Maître, ce que je vous propose, c'est que dans un mois on refait un petit point sur tout ça. Avec plaisir. On vous embrasse, on vous souhaite un très très bon week-end, Maître Christophe Legevax, avocat et qui s'occupe donc de cette affaire contre Stellantis, Airbag, Takata, PureTech. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un gros dossier, c'est compliqué, il faudrait 1 heure sur ce sujet. Il y aura des suites, c'est un feuilleton qu'on suit depuis des années. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les programmes continuent sur Sud Radio. Et dans quelques instants, c'est l'info. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.